Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, mon invité est Sarah Vaughan, l'une des personnalités les plus en vue de la politique allemande et, je dirais, une voix précieuse dans toute l'Europe pour comprendre certains des défis auxquels nous sommes confrontés avec le néolibéralisme, la mondialisation, mais aussi la direction que prend l'Union européenne. Comme tout le monde en convient plus ou moins, les États européens doivent travailler ensemble pour résoudre des problèmes communs, mais nous avons encore des désaccords sur la manière dont cette coopération et cette intégration devraient se présenter. Bienvenue dans l'émission. Merci beaucoup pour l'invitation, je suis ravi d'être ici. Je voulais donc me concentrer sur l'Union européenne aujourd'hui, car je me souviens du grand optimisme suscité par les États-Unis dans les années 1990 et 2000. Mais nous assistons aujourd'hui à des problèmes économiques, sociaux et politiques croissants. Et j'ai pensé qu'un bon point de départ serait les problèmes économiques. Quelles sont, selon vous, les causes profondes de l'Europe? Les défis économiques de l'Europe et les difficultés à renverser la vapeur. Eh bien, je pense que le principal problème est que l'Europe mène une politique extrêmement stupide, c'est-à-dire l'UE et à bien des égards. D'une part, avec les traités MRI et les décisions prises à l'époque, ils se sont en quelque sorte liés les mains en matière de politique industrielle, d'efforts conjoints ciblés pour promouvoir les nouvelles technologies, et bien plus encore. C'était déjà problématique. L'UE mène une politique climatique. Maintenant, je soutiens également la protection de l'environnement et la tentative de développer de nouvelles technologies pour la neutralité climatique, bien sûr. Mais la politique climatique de l'UE détruit l'industrie et la fait fuir. Nous avions déjà tous ces problèmes il y a des années. Et maintenant, le pire de tout, ce sont les sanctions économiques contre la Russie. L'Europe est massivement dépendante des matières premières russes, de l'énergie russe, en particulier de l'Allemagne. Notre industrie a été, en gros, la condition même de son existence que nous obtenions de l'énergie bon marché de la Russie, en particulier du gaz. Nous nous sommes coupés de cela et nous nous sommes maintenant placés dans une dépendance totale vis-à-vis des États-Unis, en particulier avec le dernier accord ou deal comme on l'appelle. D'ailleurs, il ne s'agit pas d'un accord conclu avec Trump par Mystique van der Leyen. Il s'agit plutôt de la soumission de l'Europe. Dans les années à venir, nous allons acheter d'énormes quantités d'énergie américaine coûteuse, qui est d'ailleurs de moins bonne qualité et plus polluante. Après tout, c'est du gaz de fracturation. Et dans de telles conditions, nos entreprises ne peuvent tout simplement plus produire de manière compétitive. En plus de cela, nous avons également un mauvais accord commercial. Les Américains exportent leurs biens en Europe en franchise de droit, tandis que les biens européens sont taxés à 15%. Donc, toute cette politique n'a aucun sens et montre simplement que de nombreux politiciens européens sont manifestement dans une véritable position de vassaux vis-à-vis de Washington, se soumettant complètement aux désirs de l'administration américaine. Et bien sûr, cela se fait au détriment des peuples européens. Oui, vous avez mentionné ce statut de vassaux et c'est intéressant parce que l'Union européenne visait autrefois ce qu'elle appelait l'autonomie stratégique ou l'indépendance européenne. Mais il semblerait désormais que l'UE devienne de plus en plus dépendante des États-Unis, en particulier avec ce très mauvais accord commercial. La solution habituelle consiste désormais à diversifier les partenariats économiques. Je veux dire, avoir de bons contacts et commercer avec les États-Unis, mais sans être trop dépendant. Mais comment expliquer ce qui s'est passé avec cette autonomie stratégique? Qu'est-ce qui empêche l'Europe de diversifier ses partenariats économiques? Eh bien, la seule façon dont je peux l'expliquer, c'est que les politiciens européens qui sont actuellement aux commandes, en particulier en Europe de l'Est, mais malheureusement aussi en Europe de l'Ouest, se sont complètement soumis aux directives de Washington et font manifestement partie de certains réseaux. Dans de nombreux cas, il s'agit de politiciens qui ont été promus comme jeunes leaders mondiaux et qui sont impliqués dans d'autres réseaux et groupes de pression. Les gens disent toujours que ce n'est qu'une théorie du complot, mais bien sûr,
Les États-Unis font cela. Ils essaient d'influencer les politiciens au niveau international. Ils essaient de les impliquer, car autrement, cela ne peut pas s'expliquer. C'est donc une politique qui va complètement à l'encontre des intérêts des Européens. Ce que fait Mademoiselle van der Leyen est un désastre. Et c'est quelque chose qu'il y a très peu en Europe, très peu d'hommes d'État également qui résistent à cela. Je ne suis vraiment pas fan de Viktor Orban parce que sa politique intérieure est très à droite. Mais il est l'un des rares à défendre au moins encore les intérêts de son pays et à dire oui, nous continuerons à acheter du pétrole russe parce que nous en avons besoin. Et il a également essayé de mettre l'accent sur des points différents dans la politique de paix. Mais je ne peux l'expliquer qu'en disant qu'il y a des gens impliqués qui font partie de certains réseaux. En Allemagne aussi, nous avons eu des chanceliers. Je pense à Willy Brandt, Helmut Schmidt, même Kohl et aussi Gerhard Schröder. Ils se sont opposés à certaines choses qui venaient de Washington. Au moins dans ces cas-là, ils se sont rebellés. Ils ont dit « Non, nous avons des intérêts différents ici et nous allons tenir bon et nous n'avons plus de gens comme ça dans la politique allemande et presque plus dans la politique européenne. » Eh bien, il semble que l'époque de Brandt et Schmidt soit définitivement révolue. Mais je voudrais également vous demander ce que vous pensez du leadership de Fred Merz et plus particulièrement de ses projets de dépenses et de ses ambitions visant à faire de l'Allemagne la première puissance militaire d'Europe, car cela semble avoir de nombreuses dimensions. Tout d'abord, cela implique de restaurer la place de première puissance militaire de l'Allemagne en Europe. Mais le plan économique semble également refléter un certain caninisme militaire. L'idée selon laquelle on peut construire une économie en fabriquant des armes plutôt que des voitures. Enfin, comment voyez-vous ces ambitions progresser étant donné l'accord d'achat d'armes américaines ? Cela ne saperait-il pas toute la plateforme de militarisation visant à relancer les industries ? Oui, ce n'est même pas du keynésianisme militaire à proprement parler, mais même cela, et vous l'avez souligné à juste titre, est sapé par le fait que les armes sont principalement achetées aux États-Unis. Et permettez-moi d'être très clair, même le keynésianisme militaire n'est pas ce dont notre pays a besoin en ce moment ni ce qui nous fera avancer. Nous sommes confrontés à des problèmes majeurs en Allemagne depuis des années. Nos infrastructures se dégradent. Les routes, les ponts, les réseaux ferroviaires. Depuis des années, ou plutôt depuis plusieurs décennies, presque 2 décennies maintenant, il y a eu un manque d'investissements appropriés parce que l'Allemagne a un système de remboursement de la dette très strict. Il y a toujours eu un refus de contracter des prêts gouvernementaux pour investir dans ces infrastructures. Nous avons un système éducatif relativement médiocre. Nous avons donc de nombreux problèmes. Nous avons une grave pénurie de logements, par exemple, car nous avons eu un très grand nombre d'immigrants ces dernières années. L'Allemagne manque de 800 000 appartements. Il y aurait donc de nombreuses raisons d'investir en Allemagne, même en tant que gouvernement, et contracter des prêts pour cela serait en fait tout à fait raisonnable, car cela remettrait le pays dans un meilleur état. Mais cela n'est pas fait. Le programme d'infrastructure est également très axé sur l'armée. Et même si l'industrie de l'armement est en plein essor dans certaines régions, Rheinmetall vient d'ouvrir une nouvelle usine de munitions. Cela n'apporte pas de prospérité. Cela peut créer quelques emplois, mais rien n'est produit qui profite aux gens ou améliore la vie de quelque manière que ce soit. Et Friedrich Merz est bien sûr un autre exemple. Il a passé de nombreuses années chez BlackRock et a été fortement influencé par cette expérience. Une grande partie de ce qu'il fait profite également à des entreprises comme BlackRock, car elles détiennent ses actions et en tirent profit. Par exemple, en ce qui concerne les réseaux électriques, nous les exploitons par le biais de fournisseurs privés, ce qui leur permet de réaliser des rendements considérables. BlackRock est l'un des acteurs. Vous pouvez donc constater à maintes reprises que les politiciens sont également des lobbyistes et qu'ils sont impliqués. Et malheureusement, nous avons également ceci, et j'ajouterai cela à votre question précédente. Nous avons une presse qui soutient massivement cette politique. C'est vraiment alarmant.
Si nous avions un journalisme critique qui contesterait le gouvernement tous les jours, cela attaquerait également MS pour toutes ses mauvaises décisions, comme cela a commencé sous le gouvernement Schulz. C'est à ce moment-là que le réarmement insensé a commencé. Si nous avions un journalisme critique, le gouvernement pourrait subir une certaine pression. Mais le pire, c'est que la presse grand public en Allemagne nous appelle constamment à nous préparer à la guerre, à investir davantage dans l'armement, à acheter des armes américaines. Même le problème de notre dépendance, par exemple, dans le secteur numérique. Nous sommes complètement dépendants. Nous sommes en gros une colonie numérique des Américains. Toute l'Europe, mais surtout l'Allemagne, n'est pas un sujet dans la presse grand public. Et pour cette raison, ils peuvent continuer sans aucune pression. Et oui, les gens sont déjà un peu déçus. Monsieur Madame n'est pas vraiment populaire en ce moment. Il a déjà rompu une promesse électorale après l'autre, même au cours de ses 6 derniers mois de mandat. Mais jusqu'à présent, cette pression ne s'est pas manifestée par des personnes qui sont descendues dans la rue ou qui ont manifesté. Et malheureusement, c'est aussi un gros problème. En conséquence, il continue comme avant. Et c'est vraiment une politique qui est très, très négative pour notre pays et qui rend déjà la vie des gens plus difficile, réduit leur prospérité, et beaucoup doivent vraiment lutter pour joindre les deux bouts avec leurs revenus. Oui, et malheureusement, la pression de la rue est également bien trop faible. Nous n'avons pas de manifestations de masse en Allemagne où les gens ripostent, où ils appellent les politiciens et les maires à changer de politique. Et c'est pour cette raison que nous appelons à un grand rassemblement pour la paix le 13 septembre à Berlin, à la porte de Brandebourg à 14 h. Nous avons une grande alliance d'artistes qui nous rejoignent, ainsi qu'un chanteur très connu en Allemagne. Peter Maffay a également appelé à la participation. Die Roller Vorton sera également présent. C'est un artiste de cabaret qui est en gros le plus connu en Allemagne, avec 2 rappeurs, Ba et Massive, et Gabriela Kronis-Schmalz, l'ancienne correspondante de l'ARD à Moscou. Je serai également là. Nous espérons donc pouvoir organiser un événement majeur pour faire pression sur le gouvernement afin qu'il change ses politiques de guerre. Et Bien, alors que de nombreux pays européens sont désormais aux prises avec tous ces problèmes intérieurs, il y a une évolution intéressante, à savoir que de nombreux dirigeants européens, que ce soit, pas seulement Merz, mais Macron ou Starmer, semblent tous se concentrer excessivement sur la politique étrangère, voire presque exclusivement. Je trouve cela assez intéressant, et bien sûr, tout cela tourne désormais principalement autour de la guerre. C'est ce dont ils ont tendance à parler, et l'Europe était très prudente et essayait de freiner les efforts américains. Donc, chaque fois que les États-Unis voulaient pousser, par exemple, l'expansion de l'OTAN, c'était Merkel et Hollande, et vous savez, qui essayaient de les retenir un peu. Mais maintenant, les rôles semblent avoir changé. C'est-à-dire que les Européens semblent plus désireux de combattre la Russie, et, alors que ce sont les Américains qui semblent essayer de pousser vers un règlement. Comment en sommes-nous arrivés à cette situation où les Européens ne veulent même pas s'asseoir et parler aux Russes et ne voient que des solutions militaires? Encore une fois, c'est un changement radical en relativement peu de temps. Je me demandais quel était votre point de vue. oui. Et oui, c'est effectivement un changement complet. Par exemple, lorsque les accords de Minsk ont été conclus, les Américains ont essayé en Ukraine, ils étaient également les principaux acteurs à soutenir le coup d'État de Maïdan. Les Européens ont essayé d'équilibrer les choses d'une manière ou d'une autre. C'est à ce moment-là que les accords de Minsk ont été conclus. Avant même cela, lorsque George W. Bush voulait faire entrer l'Ukraine et la Géorgie dans l'OTAN, ce sont en fait les Européens qui ont dit « Attention, nous voulons éviter la guerre ». Et c'est en fait l'intérêt fondamental. Donc si une guerre avec la Russie, c'est-à-dire entre l'OTAN et la Russie, devait éclater, elle se déroulerait en Europe et rendrait probablement l'Europe inhabitable. C'est donc une évolution vraiment horrible à laquelle nous assistons ici.
Et c'est pourquoi c'est en fait incompréhensible. On a vraiment l'impression maintenant que Trump veut vraiment mettre fin à cette guerre. Non pas parce qu'il est un homme si pacifique, mais simplement parce que c'est une guerre perdue pour les États-Unis qui ne coûte que très cher et qu'il veut se concentrer davantage sur le conflit avec la Chine. Mais ce serait une bénédiction si cette guerre prenait fin parce qu'elle est extrêmement dangereuse. Elle peut s'étendre, elle peut déborder en Europe. Et le fait que les Européens fassent désormais tout pour torpiller, perturber et rendre impossible un éventuel accord de paix est alarmant, d'autant plus que les coûts de la guerre sont désormais presque exclusivement supportés par l'Europe. Ainsi, même aujourd'hui, l'Europe a dépensé plus que les États-Unis pour l'achat d'armes et de soutien en Ukraine, et actuellement, les États-Unis, ou plutôt Trump, s'en sont presque complètement retirés. Je ne peux l'expliquer qu'en disant qu'un ennemi extérieur, comme nous l'avons malheureusement souvent vu dans l'histoire, est toujours un bon moyen de détourner l'attention des problèmes internes. L'Europe a de gros problèmes, y compris l'Allemagne. Les divisions sociales sont importantes pour de nombreuses personnes. Nous assistons donc à une pauvreté croissante en Allemagne, même parmi les personnes qui ont un emploi mais qui perçoivent de très très bas salaires. La pauvreté des personnes âgées augmente. Nous avons des conflits et des contrastes sociaux majeurs. Cela est dû en partie au niveau élevé d'immigration de ces dernières années. Il y a aussi des problèmes culturels et bien sûr un ennemi extérieur détourne l'attention de ces problèmes. C'est donc comme si nous devions tous nous serrer les coudes, car à un moment donné, Poutine pourrait nous envahir. Malheureusement, cela fonctionne sur une partie de la population. Si vous consommez des médias en Allemagne, vous recevez le message tous les jours. Nous sommes au bord de la guerre avec la Russie. C'est subtil, mais cela se répète sans cesse. Nous devons nous préparer à la guerre. Nous avons besoin de plus de chars. Poutine va bientôt nous attaquer. Il s'y prépare. Et de cette façon, une mentalité est en train de se créer, comme nous l'avons vu à plusieurs reprises au XXe siècle. Quand j'étais plus jeune, je me demandais toujours en cours d'histoire comment il était possible que des gens soient partis à la Première Guerre mondiale avec autant d'enthousiasme et de mort. J'ai toujours pensé que cela ne pouvait pas être vrai. Quel genre de personne était-il aujourd'hui? Je comprends comment cela fonctionne, car on raconte des choses comme ça tous les jours et on crée un personnage monstrueux. Ainsi, Poutine est dépeint dans la presse allemande comme quelqu'un qui dépasse toute rationalité. C'est fondamentalement un monstre et le Russe est une fois de plus érigé en ennemi. Monsieur Waterl, l'expert en politique étrangère, affirme que la Russie restera notre ennemi pour toujours. Compte tenu de l'histoire allemande, c'est quelque chose que je n'aurais pas cru possible il y a 5 ans que nous aurions un tel débat. Mais c'est la seule façon dont je peux me l'expliquer. Et c'est pareil en France. Je veux dire, Macron est impopulaire. La France a aussi de gros problèmes sociaux. En France, bien sûr, Le Pen est désormais très forte en tant que contrepoids. C'est d'ailleurs en partie le cas en Allemagne avec l'IFD également. Mais ce n'est pas, du moins pas ce que je souhaiterais comme contrepoids. Cela trouve un écho auprès d'une partie de la population, et c'est extrêmement dangereux parce que si les Allemands, ou les Européens en général, cette soi-disant coalition des volontaires, ou en fait la coalition des volontaires pour entrer en guerre, comme on devrait le dire, s'il envoie effectivement des troupes en Ukraine, cela signifierait la guerre avec la Russie parce que la Russie n'acceptera jamais cela. Ce ne sont pas des garanties de paix dont ils débattent, ce sont des garanties de guerre. Toute la guerre en Ukraine a éclaté en premier lieu pour empêcher la présence militaire de l'OTAN en Ukraine. Et si les Européens menacent cela, dès que les armes se tairont, ils stationneront des troupes là-bas. Alors les armes ne se tairont pas. C'est la logique qui sous-tend tout cela. Il me semble que l'Union européenne pourrait jouer un rôle important dans la paix, tout simplement parce que l'un des principaux arguments en faveur de la Russie pour s'attaquer aux causes profondes de cette guerre était le manque de rôle de la Russie. Après la guerre froide, ils affirment qu'une nouvelle Europe a été créée sans les Russes. Donc, la nouvelle Europe se compose essentiellement de 2 piliers, l'OTAN et l'Union européenne, et l'idée est que tous les pays européens devraient éventuellement la rejoindre,
à l'exception de la Russie, ce qui est un peu problématique car ils ont le plus grand territoire, la plus grande population, la plus grande économie en parité de pouvoir d'achat et aussi la plus grande armée. Donc, de leur point de vue, cela a ravivé la logique de la guerre froide de la politique de bloc. Mais que pensez-vous qu'il pourrait être fait entre l'Union européenne et la Russie? Oui, on en revient toujours au fait que nous devons nous rendre indépendants des directives venant de Washington, car c'était le cas à l'époque. Il y a des citations à ce sujet. Les décideurs politiques américains étaient très préoccupés, après la fin de la guerre froide, par le fait que la vision que Gorbatchev avait à l'époque d'une grande maison européenne, d'un nouvel ordre européen de paix, puisse effectivement se réaliser. Les Américains ont toujours considéré qu'un lien entre l'Europe et la Russie, c'est-à-dire la technologie européenne, l'industrie européenne, les ressources russes et aussi ce vaste pays, serait une puissance qui pourrait remettre en cause leur domination mondiale. Existent pour des raisons totalement différentes. Dans de nombreuses régions du monde, ils ne sont plus une puissance hégémonique, mais les Américains ont toujours été intéressés par les relations entre l'Europe et la Russie pour des raisons géostratégiques. C'est certainement intéressant et plausible, mais cela n'a jamais été dans l'intérêt des Européens. Et bien sûr, il serait souhaitable qu'une nouvelle génération de politiciens prenne les rênes de l'Europe, qui raviverait réellement cette vision antérieure d'une maison européenne commune de Lisbonne à Vladivostok, ce qui signifie également l'intégration de la Russie. Cela serait important pour des raisons économiques, mais aussi, bien sûr, pour des raisons de sécurité. Il n'y a pas de sécurité en Europe contre la Russie. Il n'y a de sécurité qu'avec la Russie. Et tous ces jeux de guerre qui sont en train d'être joués et fantasmés sont de la folie. De plus, si une guerre devait éclater entre les pays de l'OTAN en Europe et la Russie, ce ne serait pas une guerre conventionnelle, car la Russie est inférieure en termes conventionnels. Cela signifie que ce serait une guerre nucléaire et que cela détruirait l'Europe. Je me souviens encore, quand j'étais adolescent, j'ai grandi à une époque où les gens avaient très peur d'une guerre mondiale. À l'époque, les agences de voyages américaines faisaient de la publicité avec le slogan « Visitez l'Europe tant qu'elle est encore debout ». C'était à l'époque où les piercings étaient déployés et où le débat sur la SS-20 faisait rage. C'était une situation très dangereuse et heureusement, en partie grâce à Gorbatchev à l'époque, elle a été surmontée. Et maintenant, nous nous retrouvons dans une situation similaire, sauf qu'aujourd'hui, personne n'en parle. Au lieu de cela, les gens agissent comme si une guerre avec la Russie était quelque chose qui, bien que désagréable et peut-être un peu destructeur, était en fait quelque chose que nous pouvions mener, quelque chose que nous pouvions faire. Et puis, d'une manière ou d'une autre, l'Allemagne existerait toujours et l'Europe existerait toujours, et c'est une illusion totale. Et c'est pourquoi, pour des raisons de sécurité également, il est absolument essentiel qu'il y ait une politique différente envers la Russie. Et la Russie, les présidents russes ont tendu la main à plusieurs reprises. Nous pouvons donc nous réjouir que la Russie ait été gouvernée pour la plupart par des présidents plutôt pro-européens, car maintenant, bien sûr, la Russie se tourne massivement vers l'Asie. Tous les pipelines, tout est désormais orienté économiquement vers l'Asie. Ils doivent. Et bien sûr, à un moment donné, quelqu'un d'autre pourrait arriver au pouvoir. Après tout, Poutine est toujours très influencé par l'Europe. Il parle allemand et a laissé entendre à plusieurs reprises qu'il souhaitait réellement coopérer avec l'Europe. C'était clairement sa stratégie avant la guerre en Ukraine. Et si à un moment donné, quelqu'un arrivait au pouvoir en Russie, qui soit vraiment un anti-européen très agressif, alors les choses deviendraient vraiment dangereuses. C'est pourquoi nous avons en fait un intérêt existentiel à sortir de cette course aux armements, de cette spirale dangereuse de militarisation et aussi de cette voie économiquement désastreuse de nous séparer de la Russie afin de pouvoir à nouveau mener une politique différente. Je pense souvent au grand diplomate américain George Kennan, qui était bien sûr l'architecte de la politique d'endiguement. Mais dans les années 1990,
Il était assez consterné par ce qu'il soulignait que nous avions toutes ces opportunités de créer l'Europe que nous voulions, presque après la guerre froide. Et il voyait cela comme un manque d'imagination politique. La seule chose que nous pouvions imaginer était un retour à cette politique de bloc. Alors, qui devrait être à l'intérieur? Qui devrait être à l'extérieur? Encore une fois, il aurait pu y avoir beaucoup d'opportunités très excitantes et créer, comme vous l'avez dit, cette grande Europe de Lisbonne à Vladivostok, qui serait encore très différente d'aujourd'hui. Mais je suppose que cela m'amène à ma dernière question. Quelle est, selon vous, la mauvaise voie empruntée par l'Union européenne? Et quel devrait être un avenir meilleur pour l'Union européenne? Étant donné que, comme je l'ai dit au début, nous avons toujours besoin d'un moyen pour les États européens de travailler ensemble pour une prospérité et une paix partagée. Mais quelles sont les autres voies que l'UE peut emprunter? Donc, en plus d'une politique étrangère et d'une politique économique extérieure différente, il serait bien sûr important de changer les règles en Europe. L'Union européenne est devenue une structure très centralisée. La Commission de Bruxelles gouverne en partie au sein des États membres. C'est aussi l'une des raisons pour lesquelles, à un moment donné, une majorité s'est formée en Grande-Bretagne pour rejeter cette idée. Le slogan « Reprenez le contrôle » était au cœur de cette idée. Il a reçu un large soutien de la part de la population, car elle ne voulait pas être gouvernée depuis Bruxelles. Et c'est tout à fait compréhensible, car les réglementations imposées par l'Union européenne sont parfois un enchevêtrement de bureaucratie qui ne sert que certains intérêts de lobbying, y compris ceux des entreprises. On leur impose des exigences qui ne sont pas raisonnables. Par exemple, la taxonomie verte ne profite pas à l'environnement, elle profite aux lobbies financiers, car il veut vendre des produits financiers soi-disant durables et bien d'autres choses. Donc, dans certains domaines, nous avons vraiment besoin de décentralisation. J'aimais l'idée originale d'une bonne coopération, où les décisions les plus importantes sont toujours prises par les États-nations. Mais lorsqu'il s'agit de projets futurs, de nouvelles technologies ou de choses comme notre propre infrastructure numérique ou notre propre industrie des puces, nous devons travailler ensemble, car aucun pays ne peut y parvenir seul. Il faut donc maintenir la coopération, viser certains objectifs ensemble, mais aussi permettre aux pays de se concentrer davantage sur leurs propres priorités. Car au vu de la tournure que prennent les choses en ce moment, je vois les perspectives comme relativement négatives. Je pense en fait que l'Europe finira par s'effondrer à cause de ces problèmes. Mais s'effondrer n'est évidemment pas une solution. Cela signifierait un retour aux États-nations. Mais dans le monde d'aujourd'hui, ceux-ci sont bien sûr trop petits pour pouvoir réellement se maintenir. Il faut donc une décentralisation, un retour des pouvoirs aux États-nations, car c'est seulement là que nous avons encore quelque chose que l'on peut appeler la démocratie, des élections libres où les partis et les politiciens se présentent aux élections. Les élections européennes, y compris le Parlement européen, sont tellement éloignées des citoyens. Et nous avons également vu, je veux dire, que Mademoiselle von der Leyen n'a jamais été élue par personne et qu'elle est maintenant une puissante présidente de la Commission. Donc, au niveau européen, les éléments fondamentaux dont la démocratie a besoin ne fonctionnent tout simplement pas. Il n'y a pas non plus de sphère publique au niveau européen. J'ai moi-même passé 5 ans au Parlement européen. J'en ai fait l'expérience à l'époque et ce n'est pas différent aujourd'hui. C'est un Parlement qui est très, très fortement influencé, en fait, encore plus que les parlements nationaux par les lobbies des entreprises. Ils vont et viennent dans les commissions. Ils influencent les votes bien plus que dans les États-nations. C'est pourquoi nous avons besoin d'une réactivation de la démocratie européenne par la décentralisation. Mais bien sûr, nous ne devrions pas simplement cesser de coopérer. Nous devrions plutôt nous concentrer sur les choses que nous ne pouvons vraiment faire qu'ensemble, car un seul pays serait trop petit pour cela. Eh bien, merci beaucoup d'avoir pris le temps. C'est une période très critique pour l'Europe. J'apprécie donc vraiment vos idées. Merci beaucoup. Merci.